Aujourd'hui, nous avons l'obligation de nous mettre ensemble, sinon nous allons crever en silence. Nous avons l'obligation de nous mettre ensemble. Et pour expliquer pourquoi nous avons l'obligation de nous mettre ensemble, je vais situer les choses dans leur contexte pour que chacun puisse être au même niveau d'information. Bien évidemment, je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Sinon, ce sera très difficile de pouvoir la rendre accessible au maximum. Je vais donc essayer d'aller droit au but, à l'essentiel, en commençant par le contexte. Précisons le contexte. Et pour préciser le contexte, je voudrais que vous puissiez réaliser ou alors avoir cette image en tête. Imaginons un scénario. L'Afrique a été torturée pendant 5 siècles et continue d'être torturée jusqu'à ce jour. Mais j'ai envie de prendre un scénario. Si aujourd'hui une guerre déclenche dans un quartier de l'Afrique, il y a beaucoup de quartiers qui sont déjà en guerre. Mais prenons le cas de figure où une nouvelle guerre déclenche dans un quartier de l'Afrique. Cette guerre peut déclencher au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, au Cameroun et dans n'importe quel autre quartier de l'Afrique. Si aujourd'hui les autres décident de nous faire la guerre, quels sont nos moyens de défense? Je te pose à toi cette question. Si aujourd'hui les autres décident de nous faire la guerre, quels sont nos moyens de défense? Je vais prendre quelques aspects pour que vous puissiez comprendre à quel point nous sommes jusqu'à présent des esclaves. L'esclavage n'est pas terminé. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « l'Afrique a été victime de l'esclavage pendant 400 ans. » Non, parce que le dire, c'est comme si c'est fini. L'esclavage n'est pas terminé. Aujourd'hui, l'esclavage est plus dangereux qu'avant, est plus grave qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes esclaves en étant fiers de l'être. Aujourd'hui, nous sommes esclaves en étant ignorants de l'être. Donc, nous sommes ignorants de notre propre ignorance, du fait que nous sommes toujours des esclaves jusqu'à maintenant. Sauf que l'esclavage ne reste pas identique à ce qui se faisait avant. Aujourd'hui, l'esclavage a changé de nature. L'esclavage, il est désormais économique. Nous sommes des esclaves économiques des autres. Et je vais poser la question, si un jour une guerre déclenche, ou plutôt une nouvelle guerre, parce qu'il y en a déjà plusieurs, déclenche dans l'un des quartiers de l'Afrique, quels sont nos moyens de défense? Prenons un premier aspect. Sur le plan alimentaire, quels sont nos moyens de défense? Quels sont nos moyens? Aujourd'hui, ce n'est pas notre minable agriculture que nous pratiquons qui nous nourrit. Vous connaissez combien de quartiers en Afrique, plus précisément en Afrique subsaharienne, qui ont atteint l'autosuffisance alimentaire? Vous en connaissez combien? Presque aucun quartier. Ça veut dire que s'ils décident de nous faire la guerre aujourd'hui, sur le plan alimentaire, on ne pourra rien faire. On n'aura rien pour répliquer. Qu'est-ce qu'on aura pour répliquer? Imaginez-vous le cas de figure où ils disent « Ok, vous êtes les Africains, vous êtes devenus têtus, vous êtes tous les jours en ligne, vous faites des vidéos, vous vous plaignez, vous dites que vous voulez être autonome. Certains disent même que nous devons être indépendants, c'est-à-dire nous manifestons notre ignorance même du processus évolutif d'un être humain. Parce que le processus évolutif ne s'arrête pas à l'indépendance. L'indépendance, c'est la deuxième étape. Il y en a une troisième. Au début, nous sommes dépendants de nos parents et de toutes les personnes qui sont responsables de nous. Comme par exemple à la naissance, on dépend de sa mère qui va nous nourrir, qui va nous habiller, qui va nous vêtir globalement, qui va nous envoyer à l'école, qui va financer nos études, nos parents. Mais à partir d'un certain instant, nous commençons à développer la deuxième étape du processus évolutif, c'est-à-dire l'indépendance. L'enfant commence à vouloir se laver lui-même. L'adolescent commence à vouloir avoir sa propre chambre, son propre téléphone. Et c'est dans l'indépendance qu'on parle du je. Je suis, je veux être, je veux avoir ceci. Je veux avoir mon téléphone, je veux avoir ma chambre. Je veux me balader avec mes amis.
Mais ça, c'est la deuxième étape. Parce que l'indépendance peut donner le sentiment qu'on peut évoluer sans les autres. C'est pour ça que la troisième étape du processus évolutif, c'est l'interdépendance. Parce que nous dépendons tous des autres. Nous avons besoin des autres pour nous en sortir. Si vous êtes un entrepreneur, vous avez besoin des collaborateurs, vous avez besoin des employés, vous avez besoin des investisseurs, vous avez besoin des clients. Ça veut dire que vous ne pouvez donc pas vous développer en étant seul. Vous ne pouvez donc pas dire que vous êtes indépendant, puisque vous dépendez aussi des autres. C'est ce qu'on appelle l'interdépendance. Pour vous nourrir, vous avez besoin des plantes, vous avez besoin des fruits, vous avez besoin des légumes, vous avez besoin de l'autre pour vous développer. C'est pour ça que la troisième étape du processus évolutif, ce n'est pas l'indépendance, mais c'est plutôt l'interdépendance. Et cette interdépendance-là est aussi sur le plan économique. C'est pour ça qu'il n'y a aucun pays au monde qui est indépendant, puisqu'il n'y a aucun pays au monde qui produit tout et qui n'a pas besoin des autres pays. Aucun pays. Tous les pays ont besoin des autres pays. Parce que peut-être dans votre pays, vous n'avez pas les terres arabes, donc vous avez besoin d'un pays comme la Chine. Peut-être dans votre pays, vous n'avez pas le climat nécessaire pour pouvoir faire un certain type de culture. Vous avez par exemple besoin des pays qui ont un climat tropical comme en Afrique. En fait, nous nous retrouvons dans une situation dans laquelle nous avons toujours besoin des autres. Mais certains continuent de dire, nous voulons être indépendants. Prenons même ce cas de figure. Vous voulez être indépendant. Et les autres disent, d'accord, nous avons compris que vous voulez être indépendant. Vous devez donc vous donner les moyens de l'être. Sur le plan alimentaire, ils décident de couper ce qu'ils envoient chez nous. Nous importons le riz. Parce que notre production locale étant principalement artisanale, nous ne pouvons pas produire à présent, à l'instant T, les quantités de riz suffisantes pour nourrir toute notre population. Conséquence, nous importons du riz. S'ils décident de couper le riz qu'ils nous importent, qu'est-ce que nous faisons? Parce que c'est aussi une forme de guerre. La guerre peut être sur le plan alimentaire. Ça veut dire que les autres décident de ne plus vous vendre leurs produits. Si aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, dans un pays comme ou un quartier comme le Cameroun, si les Occidentaux, ou alors si les Asiatiques, ou alors si toutes ces personnes décident de nous couper nos importations de riz, qu'est-ce que nous allons manger? Lorsque nous sommes dans un environnement où plus de 70% de la population se nourrit avec du riz qui vient d'ailleurs, avec des coûts de production extrêmement faibles parce que étant produit à l'échelle et qui, grâce aux accords de partenariat économique, peuvent arriver dans notre environnement économique à des coûts extrêmement faibles, hyper compétitifs par rapport à ce que nous produisons localement. S'ils décident de nous couper le riz, qu'est-ce que nous faisons? Il y a des millions de personnes qui vont mourir. Il y a beaucoup de personnes qui ne pourront pas avoir les moyens pour acheter le riz local qui coûte cher et qui va devenir encore plus cher parce qu'il y aura cette fois une inflation extraordinaire qui va aussi se faire sous forme de spéculation. Parce que quand la quantité du produit va diminuer, qu'est-ce qui va se passer? Les prix vont flamber et seuls ceux qui ont beaucoup d'argent pourront s'en sortir. Sauf que dans un environnement comme en Afrique francophone, les personnes qui ont beaucoup d'argent ne représentent même pas 5% de la population. Nous sommes dans une pyramide dans laquelle ceux qui sont au-dessus et qui ont beaucoup d'argent représentent maximum 5 à 10% de la population. La plus grande base, ce sont des pauvres qui ne peuvent pas se nourrir, qui déjà actuellement, malgré les importations, n'arrivent pas à se nourrir normalement. Imaginez-vous s'ils décident de nous couper le riz, s'ils décident de nous couper le blé, comme c'est le cas actuellement à cause du conflit en Ukraine avec la Russie. C'est ce qu'on appelle une contingence externe que nous ne contrôlons pas. Sauf qu'ils sont en train de faire la guerre, mais étant donné que nous dépendons d'eux, c'est pour ça que je dis que nous sommes interdépendants, du fait qu'eux nous envoient leur blé, notre business est paralysé. Parce que nous avions une boulangerie qui tournait grâce au blé qui venait d'ailleurs, qui était subventionné par notre État ici au Cameroun. Et du coup, qui avait des coûts extrêmement compétitifs et on n'avait pas besoin de se casser la tête. On commande chez le fournisseur, ça vient au port, on dédouane et puis on utilise cette farine pour faire son produit. Maintenant qu'il y a un conflit là-bas et que les quantités de farine de blé ne peuvent plus venir de manière suffisante, qu'est-ce qu'on fait? Ils peuvent nous faire la guerre alimentaire. J'ai juste pris quelques exemples, le riz. J'ai pris l'exemple avec le blé. Je peux prendre l'exemple avec le lait. Je peux prendre l'exemple avec tous les produits agroalimentaires de base dont nous ne produisons pas suffisamment les quantités.
qui permet de nourrir ne serait-ce que notre population. Est-ce que Claudel seul peut produire toutes ces quantités? Même si on prend un seul produit? Non, il ne peut pas le faire. Est-ce que Claudel peut produire 500 000 hectares de blé pour subvenir aux besoins de quelques quartiers africains? Claudel seul ne peut pas le faire. Ça veut dire que s'ils nous font la guerre aujourd'hui sur le plan alimentaire, nous n'avons aucun moyen de riposter de façon efficace à l'instant T. Je parle de l'instant T. Certains vont venir me dire, non, ça va nous permettre de nous préparer, de faire ceci, de faire cela. Oui, vous vous préparez, mais il y a des millions de personnes d'abord qui vont mourir. Il y a des millions de personnes qui vont descendre dans la rue en disant, nous avons faim. Il y a des millions de personnes qui vont commencer à piller les richesses des autres. Il y a des millions de personnes qui vont casser les boutiques pour prendre à manger. Il y a des millions de personnes qui vont attaquer ceux qui ont de l'argent pour leur dire, c'est à cause de vous que nous sommes dans cette situation. Il y a des millions de personnes qui vont faire une révolution sociale. En fait, cette guerre économique sur le plan alimentaire va entraîner une guerre civile. Ça va entraîner une guerre civile. La guerre civile va entraîner une guerre sociale, une guerre hospitalière, une guerre sanitaire. Qu'est-ce que nous avons pour répliquer par rapport à ça actuellement? Nous n'avons rien. Et aucun projet de Claudel ne peut résoudre ça. J'ai envie d'aller plus loin. Aucun de nos projets pris individuellement ne peuvent résoudre ce problème de guerre économique sur le plan alimentaire s'ils nous mènent réellement cette guerre. C'est pour ça que nous avons l'obligation de nous mettre ensemble. Ce n'est pas parce que Claudel va être devant, il dit qu'il va être le leader. Non, si quelque chose de pareil arrive, nous allons tous crever. C'est pour ça que je dis, nous avons le devoir et l'obligation de nous mettre ensemble. Sinon, nous allons tous crever en silence. Parce que si un phénomène pareil arrive, vous pensez que c'est moi seul qui vais mourir? Vous aussi, vous allez mourir avec tous vos projets, avec votre argent dans votre compte, avec vos grosses maisons, tous vos biens. Vous allez tous mourir. Nous allons tous mourir, pour être plus précis. Ça veut dire que nous allons crever en silence s'ils nous mènent une guerre alimentaire.